vous dites qu'il y a un consensus médiatique, mais qu'il n'y a pas finalement de pression, on va dire, on va pas dire occulte, mais extérieure sur les journalistes. Que par exemple, vous avez parlé du journaliste Pierre Carl, vous n'adhérez pas à cette vision que le politiquement correct dans le journalisme viendrait du fait de la collusion des médias et du politique, par exemple, comme dans des clubs comme Le Siècle, ou des endroits où se façonne l'idéologie collective qui existe en France. Je pense que c'est vrai, mais c'est surestimé dans ce que dit Pierre Carl. Je ne pense pas que ce soit la cause principale. Je ne pense pas qu'on supprime demain Le Siècle, le club en question, et on règle les problèmes de la connivence, on règle les problèmes de la bien-pensance, on règle les problèmes du politiquement correct. Je crois que c'est quelque chose qui traverse la totalité de la rédaction et pas que les élites de la rédaction. Oui, bien sûr qu'il y a une connivence, des rapports incestueux même entre les élites politiques, les élites économiques et les élites médiatiques, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il a raison de le montrer. Et il le montre fort bien de façon rigolote. Si j'ose dire, on n'en disconvient pas et je n'en disconviens pas un instant. Mais je crois que le problème est plus profond que ça. Je crois que c'est dans la formation, dans les idées, dans les réflexes, dans le non-dit du discours journalistique se pose le problème de la crédibilité de la presse, de son rapport distancié au réel, et que c'est ça qu'il faut mettre en cause, et que c'est infiniment plus compliqué parce que c'est pas 50 journalistes qui vont décider dîner au siècle qui pose problème, c'est qu'il y a 35 000 journalistes et qu'il y en a un bon paquet qui pensent à peu près la même chose. Mais alors, d'où leur vient cette idéologie collective? Par exemple, sur votre site Boulevard Voltaire, intervient assez régulièrement Pierre Hillard, qui lui s'est fait un peu le spécialiste de démonter ce qu'on appelle le mondialisme. Et, la plupart des journalistes professent des idées qui sont mondialistes. D'où leur vient ces idées-là. Même s'ils ont tous toutes les mêmes idées, il y a bien à un moment donné quelqu'un qui leur met ces idées-là en tête. D'où est-ce que ça provient? Je pense que c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire que quand vous êtes étudiant, quand vous faites des études de droit ou de Sciences Po, quand vous préparez le concours de l'école du journalisme, quand vous passez 2 ans dans l'école du journalisme, vous baignez dans tout ça. Je veux dire, il allait de soi que l'Europe était une bonne chose et qu'il a fallu que les Français troublent le sommeil d'un certain nombre de nos élites pour que d'un coup on se dise tiens, il y a la moitié des Français qui ne pensent pas comme nous. Et c'est pareil sur tout. C'est-à-dire que je pense qu'ils se nourrissent de ça. Ils ne sont pas, comment vous dire, ils ne sont pas une exception, ils sont à l'image du milieu dans lequel ils sont. Je veux dire, les élites aujourd'hui au sens large, et les journalistes, ils en font partie, même à leur petit niveau, ils sont dans des professions qui pèsent sur les autres et tout, ils développent à peu près les mêmes idées de leur milieu, et ils ne les questionnent pas. C'est-à-dire, ils ne les questionnent pas parce que simplement c'est la vérité. Déjà, penser qu'on a la vérité, c'est un problème, mais parce qu'ils pensent sincèrement que c'est le bien. Attendez, quand vous avez en face de vous des gens qui pensent qu'ils ont la vérité, qu'ils incarnent le bien, vous pouvez vous accrocher. Et c'est exactement ça le problème. Et ça, c'est, je ne sais pas comment ça se combat. Je ne sais pas. Vous ne pensez pas que, par exemple, si ces médias étaient achetés par d'autres gens, par exemple, admettons que les Russes, on avait vu François être racheté par Pougatchev, je crois, la ligne avait tout de même un peu changé au niveau, par exemple, de la politique étrangère. Est-ce que si, par exemple, demain, ces médias étaient rachetés par d'autres gens, je ne sais pas, d'un seul coup, ils pourraient se mettre à l'unisson à trouver que les Pussy Riot, c'est horrible ou des choses comme ça? Est-ce que vous ne voyez pas que, comme ils sont grégaires, ils suivront naturellement un petit peu le... Enfin, je ne suis pas sûr que la liberté de la presse gagnerait beaucoup à ce que des oligarques... Non, c'est pour illustrer le... Non, bien sûr, non, mais attendez. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. En revanche, je pense que c'est intéressant d'entendre les arguments de la Russie et de la Chine sur le conflit sur la Syrie, et pas le diaboliser d'entrée de jeu. C'est-à-dire que, vous avez compris, il est disqualifié comme si ce qu'il disait c'était en gros les méchants face aux gentils que nous sommes. C'est ça qui m'intéresse. Or, ça, vous ne le trouvez pas dans les gros médias. Dans les gros médias, vous avez personne, par exemple, tous les jours, on nous donne un certain nombre de chiffres de l'Observatoire des droits de l'homme syrien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des massacres en Syrie, mais je trouverais prudent de la part des journalistes de s'interroger qui est cet observatoire. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Or, il va de soi, vous avez compris, c'est même pas...
c'est pas question, il va de soi que cet observatoire de défense des droits de l'homme en Syrie, parce qu'il a ce nom-là, il dit à peu près la vérité, et il va de soi que le point de vue des Chinois et des Russes sur le conflit syrien est un point de vue qui n'est pas défendable. Moi j'ai juste, attendez, je ne vous dis pas qu'ils ont raison, j'ai juste envie qu'on entende ce point de vue et qu'on lui laisse la place de s'exprimer. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie d'entendre. Sur la politique étrangère, moi les pires ennuis que j'ai eus à iTélé, c'était quand j'ai voulu inviter Bernard Lugan. Je l'ai invité une fois, la deuxième fois, l'émission a été censurée. Je n'ai pas pu la diffuser. Et le rédacteur en chef me dit, je dis mais enfin, je le tutoie, je dis mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ah je ne l'ai pas vue, j'ai pas besoin de la voir pour savoir qu'on ne doit pas la diffuser. J'ai pas besoin de la voir pour savoir qu'on ne va pas la diffuser. Vous avez bien entendu? Oui. Voilà, c'est ça le problème. Et une dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et est-ce que vous, qui par exemple n'avez plus accès aux médias de masse, on va dire, est-ce qu'on est condamné aux médias alternatifs ou qu'est-ce qui peut être envisagé? Aujourd'hui, ce sont des médias alternatifs. Moi, je suis content. Boulevard Voltaire, ça marche bien. On est au-delà de ce qu'on voulait, de ce qu'on espérait. On n'est pas un ghetto. Et donc, on a des points de vue de gens qui sont très différents. Sur le Mali, par exemple, on a des choses très très différentes. Sur l'islamisation de la France et tout, des choses radicalement différentes. Il y a des gens qui ont des points de vue différents et tout. Mais, vous avez raison, il y a à côté de ça des médias de masse. Et moi, je ne veux pas les déserter. Et chaque fois que j'y suis invité, j'y vais. Et chaque fois que je peux y être invité, je le fais. Parce que c'est important qu'un autre son de cloche soit entendu, pas seulement sur des gens en gros qui sont acquis à ce que vous dites. Si on crée un espace, en gros, vous avez compris, de gens qui sont nos aficionados et qui viennent écouter ou voir le reflet de ce qu'ils pensent, honnêtement, on n'aura pas beaucoup avancé. C'est la ligne de Boulevard Voltaire, ça, un peu que vous décrivez aussi? C'est la parole pour tous les dissidents, en fait? Non, oui, non, mais la parole, non, mais y compris pour des points de vue qui ne sont pas dissidents. On veut créer un lieu où on peut débattre sans se traiter de stalinien tout de suite ou de fasciste tout de suite. Oui, juste qu'on peut écouter les arguments des autres. Moi, sur le Mali, j'ai un point de vue, mais je suis prêt à écouter un autre point de vue. Parce que vous diffusez, par exemple, Pierre Hilard ou des gens comme ça, qui sont très antisionistes. Et vous arrivez aussi à être invité à l'Union des patrons juifs de France avec Golnadel. Et avoir Golnadel sur le même site. Comment arrivez-vous Parce que je connais l'un et l'autre et qui me font confiance sur ça. Moi je leur dis c'est un lieu où il y aura William Golnadel et Pierre Hilard. Les deux côte à côte. Je suis content de les avoir côte à côte et Dieu sait qu'ils ne pensent pas la même chose. C'est ça être voltairien.